bonjour à tous. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. En route aux côtés des Common People, c'est Pulp qui ouvre le bal. Bonjour Bruce Bégou. Bonjour. Les Common People, ces gens ordinaires que la fille de la chanson rêve de rencontrer, ce sont eux qui intéressent George Orwell, non? Oh, sans doute, oui. Depuis le début de sa carrière littéraire puis politique, il s'est beaucoup intéressé à ces gens, même ordinaires, voire presque infra-ordinaires, comme dirait Pérec, plutôt les gens de peu, les miséreux, etc. Donc tout un ensemble assez vaste, au fond, parce que tout le monde est aussi une personne ordinaire. Eh bien, c'est ce qu'on va explorer ensemble au cours des 50 prochaines minutes. Tout commence au début du XXe siècle, le 25 juin 1903, à Motiari en Inde. Une vie brève, 46 ans, que l'on réduit souvent à un roman, 1984. Orwell pourtant est plus qu'un romancier, c'est aussi un écrivain, au sens fort du terme, qui ne sépare pas son travail de sa vie, qui vit pour son travail et qui se fait tour à tour essayiste, chroniqueur, journaliste. Pour connaître sa vie, lisez ses livres. Pour connaître sa pensée, regardez sa vie. Ce sont d'abord ses errances qu'il raconte dans un livre qu'il nomme Dans la Dèche à Paris et à Londres en 1933, puis le quai de Wigan en 1937, récite son séjour parmi les mineurs de fond du nord de l'Angleterre, l'hommage à la Catalogne en 1938 ou son engagement contre le fascisme, et on pourrait citer la quasi-totalité de ses articles et essais qui observent ce que l'on peut nommer la vie ordinaire des gens ordinaires. Bruce Bégou, vous êtes maître de conférence à l'université Bordeaux-Montaigne. Vous avez publié aux éditions Alia un petit essai intitulé De la décence ordinaire, court essai sur une idée fondamentale de la pensée politique de George Orwell. Que s'est-il passé pour que cet enfant, Eric Blair, devenu George Orwell, issu de, je cite, la classe moyenne inférieure supérieure, se retrouve à vivre parmi les clochards dans les corons aux côtés du peuple des prolétaires? Ah, c'est un peu son histoire un peu particulière. Disons qu'il est passé par deux des plus grandes institutions de l'Empire britannique, Eton, puis la police impériale en Birmanie, puisque juste après, en fait, Eton, il s'est engagé dans cette police coloniale. Et puis sans doute, pour faire plaisir d'ailleurs sans doute à sa famille, par une sorte comme ça de un peu de déterminisme social. Et puis il y avait quand même toujours l'idée chez lui de devenir écrivain. Enfin, lorsqu'il était adolescent, il écrivait des poèmes, des essais de romans. Et je crois que ça a été une volonté un peu d'humiliation au départ, de se punir au fond d'avoir été membre comme ça des deux plus grandes institutions de l'Angleterre impériale, et cette humiliation a pris la forme chez lui comme ça un peu à la Jack London, comme ça, d'aller visiter les bas-fonds des villes et de se mélanger aux trimards, aux vagabonds, aux sans-abri, aux cheminots. Au départ, je pense que c'est vraiment une démarche assez courante d'ailleurs dans la bourgeoisie, dans les enfants de la bourgeoisie, qui est au fond de s'opposer à leur origine au fond un peu de nantis comme ça, même si la famille d'Orwell n'était pas très riche, mais enfin elle était quand même beaucoup plus riche que la plupart des Anglais de cette époque, et comme ça d'aller à contre-courant de ce déterminisme-là, mais au fond, comme je dis dans Décence ordinaire, cherchant l'humiliation, il a trouvé au fond l'humilité chez ces gens-là. C'est difficile à dire. Oui, c'est vrai. Il écrit dans le quai de Wigan, vers mes 17-18 ans, j'étais à la fois un petit snob, poseur et un révolutionnaire. J'étais contre toute autorité, j'avais lu et relu tout ce qui s'était publié de Shaw, Wells et Galsworthy, considérés encore à l'époque comme des auteurs aux opinions dangereusement avancées, et je n'hésitais pas à me parer de la qualité de socialiste.
Mais je ne savais pas grand-chose du contenu réel du socialisme, et il m'était toujours impossible de me représenter les ouvriers comme des êtres humains. Quand je repense à cette époque, j'ai l'impression d'avoir passé une moitié de mon temps à vilipender le système capitaliste et l'autre moitié à pester contre l'insolence des chauffeurs d'autobus. Oui, c'est tout à fait juste. On retrouve. C'est de là qu'il vient quand même. Oui, on retrouve cette prose si précise et si claire. Il disait qu'il voulait écrire au fond comme à travers une vitre transparente. Hein, et oui. Enfin, ce qui est très intéressant chez lui, au fond, c'est cette anatomie de son propre mépris social, quoi. C'est-à-dire, il essaie de comprendre pourquoi il méprise les classes inférieures et il essaie de comprendre d'où vient, au fond, ces réflexes de répugnance ou de forme de racisme social par rapport à la manière dont les gens pauvres ou les ouvriers s'habillent, parlent. Il fait tout un travail comme ça sur lui, au fond, de questionnement de ses préjugés, au fond, de classe, quoi, pour arriver à un socialisme qui ne soit pas, au fond, comme ça, une forme de compensation symbolique, justement, de ce déterminisme social, mais qui aille vraiment dans la réconciliation et dans une politique sociale effective, quoi. Donc, mais ça a été un lent travail, au fond, parce que, disons, son accès vraiment à une pensée politique claire ne se fait que vraiment en 1936. De 27 à 36, c'est-à-dire lorsqu'il fait cette carrière un peu d'écrivain qui tâtonne. Bon, comme il le dit ici, bon, il a comme ça des grandes idées un peu générales, mais il n'a pas vraiment d'articulation politique. C'est vraiment l'enquête dans les milieux ouvriers à Wigan qui va, au fond, le convertir à une vision politique beaucoup plus mûre et beaucoup plus sûre. Le dernier obstacle qu'il doit surmonter, ça il l'explique très bien dans Quai de Wigan, hein, c'est le dernier obstacle qui le sépare de la classe ouvrière. Une fois qu'on a défait tous les préjugés liés au statut social, à l'absence de moyens, etc., il dit, et qui est l'obstacle le plus présent dans sa classe, c'est l'odeur. Il dit la dernière chose dont on arrive à se défaire, c'est l'idée que les basses classes sentent. Voilà bien le type de la barrière infranchissable. Oui, comme je l'indiquais, effectivement, il analyse tous ces préjugés, la langue, la manière de parler, mais aussi effectivement, disons, ses odeurs. Surtout, d'ailleurs, lui-même critiquera un peu l'aseptisation généralisée de la société moderne et industrielle, et il faut le voir à la fois, effectivement, comme l'expression d'un préjugé de classe. Et qu'il essaie au fond de critiquer et de tempérer, et en même temps presque comme une nostalgie, au fond, d'un monde qui a encore des odeurs, alors que dans d'autres textes, il montrera au contraire que le monde qui arrive est un monde sans odeur. Hein, donc, alors on va essayer de définir plus précisément ce qu'il entend par décence ordinaire, parce que là on parle des gens dits ordinaires, et commençons par là d'ailleurs. Dans quelle mesure est-ce que le terme d'ordinaire ne serait pas péjoratif? Est-ce qu'on peut proposer comme une classe de personnes que seraient les gens ordinaires? Écoutez la description qu'il propose toujours dans Quai de Wigan d'un foyer ouvrier, qui est selon lui le lieu où par excellence se trouve ce qu'il appelle la décence ordinaire. Dans un foyer ouvrier, je ne parle pas ici des familles de chômeurs, mais de celles qui vivent dans une relative aisance, on respire une atmosphère de chaleur, de décence vraie, de profonde humanité qu'il n'est pas si facile de retrouver ailleurs. Je dirais même qu'un travailleur manuel, à condition qu'il ait un emploi stable et un bon salaire, condition qui se fait de plus en plus précaire, a beaucoup plus de chances d'être heureux qu'un homme qui a fait des études. La vie qu'il connaît parmi les siens semble plus naturellement encline à prendre une orientation saine et harmonieuse. J'ai souvent été frappé par l'impression de tranquille plénitude, de parfaite symétrie, si vous préférez, que dégage un intérieur ouvrier quand tout va bien. En particulier l'hiver, après le thé du soir, à l'heure où le feu luit doucement dans le fourneau de cuisine et se reflète dans le garde-feu d'acier, à l'heure où le père, en manche de chemise, se balance dans son rocking chair en lisant les résultats des courses, tandis que la mère, lui faisant pendant, de l'autre côté de l'âtre, fait de la couture. Les enfants qui se régalent de 3 sous de bonbons à la menthe, et le chien qui se rôtit doucement sur le tapis de chiffon. C'est un endroit où il fait bon vivre, à condition de n'être pas là juste physiquement, mais aussi moralement.
Le problème qui survient à la lecture de ce texte, Bruce Begou, finalement Orwell le nomme lui-même à la fin en disant à condition de ne pas être là juste physiquement mais aussi moralement. Comment, d'une description physique d'un intérieur harmonieux, peut-il en tirer des conclusions morales, à savoir ces gens vivent bien donc ils sont bons? Ça paraît un peu caricatural. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il utilise souvent le registre des valeurs morales, même si au fond, il y a plusieurs conceptions possibles de la morale. Moi, il me semble ce qu'il nomme common decency, donc décence commune ou décence ordinaire. Moi, j'ai préféré traduire par ordinaire parce que en français commun peut-être perd un peu ce renvoi aux gens ordinaires, commun exprimant l'horizon de l'universalité. Alors bien sûr, commun aussi en français peut dire ordinaire. Hein. Bon, banal, disons. Oui, banal, mais bon, j'ai choisi plutôt de traduire common par ordinaire que par commun. Mais on peut aussi traduire par décence commune ou décence ordinaire. Pour lui, bon, c'est un ensemble de pratiques, d'expressions comme ça, de simplicité, de solidarité, d'entraide entre les gens. Qui témoigne effectivement d'une sorte de moralité qui serait propre aux pratiques ordinaires au fond. Mais c'est pas une moralité qui serait fondée sur des valeurs très claires. C'est pas une moralité qui ferait appel à des idéaux. C'est une moralité relativement mobile, relativement plastique, qui relèverait plus, de ce que Hegel après appellerait la Sittlichkeit, une sorte d'éthicité des traditions, des pratiques. C'est pas la moralité qui serait liée au fond ni à la loi, ni à une représentation, ni à un jugement tranché. C'est plutôt une moralité immanente. Comme une éthique, aux pratiques, oui, comme une éthique, mais une éthique, là encore, pas une éthique personnelle, une éthique liée à une communauté, sociale, liée à une pratique, etc. Donc ce qu'on traduit par éthicité pour traduire la Sittlichkeit de Hegel, il me semble que c'est qu'Orwell, bien évidemment, qui n'a pas lu, me semble-t-il qu'il n'a pas lu Hegel et qui vient d'une toute autre tradition de pensée, mais ce qu'il appelle justement cette moralité des classes populaires ou ordinaires, elle relèverait plutôt de cette éthicité liée à des pratiques, liée à des conditions sociales qui au fond obligent les gens à pratiquer l'entraide et alors bien évidemment un sociologue, on pourrait dire bourdieusien, pourrait dire oui mais bon c'est on fait de nécessité vertu, c'est parce que ces gens-là n'ont pas la possibilité au fond d'user du pouvoir et d'abuser du pouvoir que forcément ils transforment leur impuissance en puissance morale et font de cette nécessité qui est au fond l'inégalité, ils en font une vertu qui serait cette entraide égalitaire. Sans doute, mais je crois que Orwell dirait au fond, mais les gens ordinaires ne cherchent même pas au fond à rentrer dans ces jeux de pouvoir. En fait, mais alors ça c'est difficile à comprendre parce que effectivement vous dites les gens ordinaires, mais qui sont les gens ordinaires? Ça veut dire quoi ordinaire? Ça veut dire pauvre? Oui, alors je pense qu'au début, ce qui l'intéresse, c'est plutôt vraiment les classes sociales inférieures, très marginales. Donc vraiment les sans-abri, les travailleurs très pauvres, précaires, les cheminots, on pourrait dire les hobos anglais, enfin ceux qui vagabondent comme ça à la recherche de petits boulots et qui vivent dans les asiles de nuit. Ce qui l'intéresse, ce sont ces gens-là. Puis peu à peu, il va élargir au fond ce panel de gens qui l'intéressent, de l'infraordinaire aux gens ordinaires, donc ouvriers, employés, par exemple comme George Bolling dans son roman Un peu d'air frais, etc. Et puis ensuite, ça va s'élargir vraiment pendant la Seconde Guerre mondiale, je dirais au peuple anglais. Donc en fait, il y a comme ça une sorte de... On passe du prolétariat au peuple. Oui, enfin même du lumpen prolétariat d'abord, vraiment puis vraiment à la classe ouvrière, puis au peuple. Donc ce qui va appeler les gens ordinaires ou cette propriété éthique des gens ordinaires, la common decency, elle va peu à peu s'élargir. Au départ, on peut dire sa base est relativement étroite et puis peu à peu, elle s'agrandit. Mais au fond, les gens ordinaires, pour lui, c'est vous et moi, tant que nous ne sommes pas dans des situations institutionnelles qui impliquent des rapports de pouvoir et des hiérarchies. Voilà. Alors, je posais la question autrement. À quoi s'oppose le terme ordinaire? Les gens ordinaires, ils sont l'opposé de quoi? C'est pas des gens extraordinaires. Non, mais sans doute de situations extraordinaires, c'est-à-dire de situations qui, dans le monde du travail, dans le monde politique, vont impliquer des différences ou des inégalités si grandes
qu'elles en deviennent pour Orwell choquantes, quoi. Donc l'ordinaire, ce serait une sorte de sens des proportions, de l'égalité, pas forcément d'un égalitarisme total, mais de la capacité, comme il dit souvent, que quelqu'un puisse se projeter dans l'autre pour comprendre ce qu'il fait, avec un souci de réciprocité. Mais une personne qui gagne 100 livres par an peut difficilement se projeter dans une personne qui gagne 10 millions de livres par an pour lui. Et donc là, il y a quelque chose d'extraordinaire dans la disproportion et dans l'inégalité si grande qu'elle dépasse même la capacité de l'imaginer. Et donc l'ordinaire, pour lui, au fond, ce serait justement ces gens qui ont quand même la capacité de pouvoir se représenter ce que l'autre vit. Alors que dans des situations d'inégalité extrême, liées au monde du travail ou liées au pouvoir politique, il y a une sorte de rupture, bien sûr, sociale, mais aussi dans la représentation pour ces gens-là. Alors on va essayer de définir ce que c'est que la décence, puisque maintenant on a une petite idée de ce que veut dire ordinaire. Dans Décence ordinaire, voici un extrait qui permet d'illustrer l'utilisation qui est faite de ce terme en anglais, decency, puisque c'est en anglais qu'Orwell écrit. Écoutez cet extrait de South Park. We can't panic. We have to stay in control. This hack of our city will never happen so long as we can rely on the rationality and the basic decency of the American people. Alors dans cet extrait diffusé le 28 novembre 2016, ce qu'on entend, c'est plutôt l'échec de l'invocation de la décence pour essayer de contenir l'hystérie d'une foule qui a peur. Ici, la ville est en danger. Dans le terme de décence, est-ce qu'il y a cette idée chez Orwell de maintien, de contenu, d'essayer de tentative de contenir les émotions un peu trop grandes d'une collectivité? Je pense que ce qu'il nomme décence, en fait, recouvre plusieurs aspects, et d'ailleurs lui-même, au fond, emploie cette expression dans différents contextes, pas toujours avec le même sens. Mon travail a été de rassembler, au fond, toutes les occurrences du terme de décence et d'essayer de trouver un fil conducteur. Mais Orwell n'est pas un théoricien, c'est un penseur, hein, et forcément il pense à partir d'un travail de terrain, à partir d'enquêtes, à partir de ses lectures ou même de sa propre expérience sociale en Angleterre, en Espagne ou autre, mais il ne fait pas de la décence un concept, c'est-à-dire quelque chose qui aurait un noyau de détermination très dur qui permettrait de comprendre et d'éclairer des situations ou des phénomènes. Pour autant, c'est pas non plus un terme flottant. Donc c'est une sorte de notion qui a des frontières floues, mais qui a quand même un noyau sémantique assez fort. Au fond, décence, ça peut vouloir dire honnêteté, ça peut vouloir dire moralité spontanée, ça peut vouloir dire dignité, etc. Donc pour lui, c'est d'abord, je pense, c'est une forme de retenue. Oui, enfin souvent, il emploie le terme de décence comme au fond la manifestation en nous d'une indignation ou d'une résistance, c'est-à-dire quelque chose qui se manifesterait de manière négative. Genre, ça ne se fait pas ou on n'a pas le droit de faire ça. Et donc, ce serait une sorte de sentiment moral de type négatif qui nous montre que telle ou telle situation, telle ou telle parole choque au fond ce sens moral. Alors parfois il dit inné, naturel, ou bon après on pourra discuter savoir son caractère construit ou inné, mais donc souvent la décence se manifeste négativement, quoi, comme indignation ou comme un choc moral, quoi. Il y a des choses qui nous choquent au sens de la moralité spontanée. Et ensuite après il essaie de montrer que cette décence n'est pas que négative, mais qu'elle est aussi une pratique positive. Et là il va dans des descriptions sans doute plus intéressantes des pratiques sociales, dans les classes populaires, où il y a des formes d'entraide, où il y a des formes comme ça de partage, qui modifient un peu le sens de la décence. Vous voyez. Mais je crois que la décence, c'est une sorte de constellation chez lui de différentes notions, qu'il est très difficile de réduire à un simple concept qui serait honnêteté ou moralité. Ou dignité, justement, oui, parce oui. que ce qui est intéressant, c'est l'ambiguïté qui est propre à ce terme dans l'extrait de South Park. La décence est brandie comme un alibi pour essayer de contenir la masse. Hein, c'est une espèce d'alibi conservateur. Oui, oui. La décence telle que... Et Orwell
connaît ce sens-là évidemment du terme de décence. Il semble qu'il revendique davantage la décence comme une forme de dignité, c'est-à-dire refuser les situations qui nous mettent, nous, gens ordinaires, dans une forme d'indécence à l'égard de ce que devrait être notre existence. Oui, sans doute, la décence est une revendication comme ça des classes populaires, de ne pas être humilié par le pouvoir ou par le pouvoir politique ou par le pouvoir marchand, enfin pas économique. Mais chez Orwell, par exemple, il y a aussi des descriptions des classes populaires où ces classes populaires peuvent exprimer une forme comme ça d'indécence relative, par exemple de trivialité ou de vulgarité. Ça ne le choque absolument pas. Donc la décence n'est pas une sorte d'honnêteté. Enfin, c'est pas une moralité de cul pincé. Vous voyez, c'est pas une moralité comme ça qui serait comme ça. Ah non, on est choqué. C'est pas de la pudibonderie. Voilà, oui, c'est pas les mamies à la sortie de l'église qui seraient choquées. Non, la décence pour lui peut être si large que il y a des textes très intéressants dans Amaguise où il décrit des pratiques des classes populaires, notamment dans le pub, etc. Des blagues un peu salaces, etc., des cartes postales un peu populaires où on met en scène des gens de manière... Et donc, chez lui, il est assez attentif à cette culture populaire de la trivialité qui ne fait pas de la décence, vous voyez, quelque chose de rigide, de pudibond, effectivement. Et donc c'est une revendication, effectivement, de dignité, mais qui ne va pas affiger cette dignité dans des figures... fixe qui serait un être moral. Enfin, il s'est toujours méfié de cette transformation du sujet ordinaire en un petit saint qui s'ignore. Ce qui le gêne, par exemple, vous citiez Galworthy, ou même chez Dickens, ce qui le gêne, c'est un peu ça. C'est au fond cette moralisation des classes populaires. Donc la décence, bien évidemment, est une expression morale des classes populaires, mais une moralité quand même, je lui dis encore une fois, assez plastique, quoi, qui n'est pas figée comme ça dans une revendication stricte d'honnêteté. Et dans quelle mesure est-ce qu'il ne tombe pas sous le coup des accusations qu'il porte à l'égard des autres? Est-ce que finalement il reconduit pas le snobisme autrement en proposant une espèce d'idéalisation de la classe ouvrière et des gens ordinaires? Oui, c'est vrai qu'on peut se poser la question, notamment par rapport à Dickens. Et il a souvent écrit sur Dickens. Il y a même un essai qui est consacré à Dickens. Et il dit qu'effectivement que Dickens, sa seule lecture des classes populaires, c'est de mettre en avant cette common decency. Et il est d'accord avec Dickens sur ce plan-là. Dickens a raison. Sauf que Dickens s'arrête à la common decency. Et la seule revendication, au fond, politique de Dickens, au fond, se réduit à ce sentimentalisme moral des classes populaires qui, pour Orwell, est sans doute nécessaire, mais n'est pas suffisant. Car bien évidemment, il faut une politique de transformation sociale que l'on ne trouve pas chez Dickens ou chez Galworthy, qui se contentent simplement de dépeindre cette honnêteté des gens de peu, mais qui au fond ne va pas véritablement transformer leur situation sociale. Donc c'est vrai que Dickens c'est sans doute un miroir pour Orwell, parce qu'en même temps il reconnaît chez Dickens cette common decency, enfin dans la manière dont Dickens décrit les classes populaires, et en même temps il voit les limites d'une lecture purement moralisatrice de la common decency. Ce qui fait que pour lui, la common decency, comme j'ai indiqué, ne doit pas être simplement une forme d'honnêteté, mais aussi une pratique sociale, voire une pratique politique qui viserait à une transformation effective. Car il ne faut pas oublier que Orwell est pour une transformation sociale. C'est un progressiste politique. Même si parfois je vois des lectures très conservatrices d'Orwell, etc. Il reste pour un progrès social, même si parfois il peut critiquer certains progrès techniques, etc. Il ne déroge pas à l'idée d'un progressisme social, c'est-à-dire d'une transformation générale quand même. Il parle de révolution, oui, clairement. Oui. Donc la décence, effectivement, ne doit pas rester simplement ce sentimentalisme moral qui le gêne. Et il critique le sentimentalisme moral. Donc c'est étonnant parce que quand on voit, par exemple, des lectures contemporaines qui critiquent chez Orwell, au fond, cette lecture sentimentaliste, voire inéiste de la décence ordinaire, c'est précisément ce contre quoi il met en garde, avec cet exemple de Dickens ou de Galworthy, dont on a un peu oublié d'ailleurs les romans de nos jours.
On ne peut espérer préserver l'Angleterre du fascisme si l'on ne met pas au jour un parti socialiste réellement efficace. Ce parti devra être animé d'authentiques intentions révolutionnaires et numériquement assez fort pour agir. La seule façon de le mettre sur pied est de proposer un objectif que l'homme de la rue puisse considérer comme souhaitable. Pour cela, ce qu'il faut avant tout, c'est une propagande intelligente. Moins parler de la conscience de classe, de l'expropriation des expropriateurs, de l'idéologie bourgeoise, de la solidarité prolétarienne. Glissons sur la sainte trilogie thèse, antithèse, synthèse. Et davantage de la justice, de la liberté et de la situation des chômeurs. Mettre une sourdine aux tirades sur le progrès mécanique, la tractorisation, le barrage sur le Dniepr et la dernière usine de saumon en conserve inaugurée à Moscou. Toutes ces choses, outre qu'elles ne sont pas partie intégrante de la doctrine socialiste, rebutent nombre de personnes dont la cause socialiste aurait grand besoin, à commencer par la plupart des individus capables de tenir une plume. Ce qu'il faut, c'est bien faire entrer deux faits dans la tête des gens. 1. Que les intérêts de tous les exploités se rejoignent. 2. Que le socialisme ne heurte pas forcément la commune des sens. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, les 10h27, c'est le deuxième temps de notre série d'émissions consacrée à George Orwell. Après la biographie hier, c'est de la décence ordinaire. L'expression se trouve à plusieurs reprises dans l'œuvre de George Orwell. Et c'est le philosophe Bruce Begoux qui vient nous en parler. Bruce Begoux qui a publié un ouvrage chez Alia consacré justement à cette idée de décence ordinaire. Dans le texte que je viens de lire, toujours un extrait du Quai de Wigan, Bruce Begoux, la référence à la commune des sens, ici, là, donc ici c'est pas traduit par ordinaire, mais c'est le même terme en anglais, survient dans une apologie du socialisme, d'un socialisme qui ne prend son sens que s'il y a une convergence d'intérêts, donc cet appel à une transformation radicale que vous citiez juste avant. Mais il semble qu'ici, le terme de commune des sens consiste, de la part peut-être des militants eux-mêmes, à prendre en compte la réalité de ceux pour lesquels ils se battent, c'est-à-dire arrêter de n'employer que des mots vides, creux, qui sont une espèce de démagogie qui semblerait rallier tout le monde, et intéressez-vous à la manière dont ces gens-là vivent pour pouvoir mener la lutte ou le combat à son terme. Il y a ici un souci politique et proprement pragmatique. Oui, vous avez tout à fait raison. Enfin, ce qu'il critique dans une certaine forme de socialisme marxisant, parce que il renvoie pas forcément directement à Marx, ce serait l'idée qu'il faudrait faire table rase de toutes les pratiques et créer une sorte de socialisme de l'homme nouveau à partir d'une invention des rapports entre les gens, entre les sexes, qui seraient purement inventés ou fabriqués par le socialisme, alors que pour Orwell, il y a déjà dans les réalités sociales, dans les pratiques ordinaires, des formes bonnes, des formes justes d'entraide, et le socialisme doit d'abord reconnaître au fond ces pratiques pour s'en servir comme base pour transformer la réalité sociale. Donc il invite d'abord les socialistes à faire attention à ces pratiques ordinaires d'entraide, de solidarité, d'égalité, pour même l'idée de réforme. C'est-à-dire la réforme ne sera pas une pure invention conceptuelle venant d'en haut, c'est-à-dire du parti qui imposera de nouvelles règles, mais la réforme socialiste devra se faire par le bas, par innervation à partir de ces pratiques-là, qui vont être la base d'une réforme sociale généralisée. Mais pour ce faire, il faut d'abord reconnaître. La question est aussi celle de la reconnaissance de ces pratiques, et de ces pratiques en tant que ce sont d'abord des pratiques d'une vie relativement juste, d'une vie relativement bonne ou d'une vie relativement décente. Je dis toujours relativement pour éviter cette idéalisation et qui fixerait au fond la décence dans une valeur intangible, etc., universelle, ce qui n'est pas du tout pour Orwell. Et donc chez Orwell, il y a toute une réflexion aussi sur la propagande socialiste. Et il le dit, il intègre l'ILP, qui est l'Independent Labour Party, disons un parti plus à la gauche que le Parti travailliste. Et ce qui l'intéresse, il participe bien évidemment à différentes conférences, à différents congrès de l'ILP, et il voit le décalage total entre, au fond, le discours des dirigeants socialistes et la réception de ce discours par les classes populaires qui y sont assez peu sensibles, soit parce qu'elles sont
apolitiques, où elles ont une forme de passivité politique, soit parce qu'elles sont peut-être parfois plus sensibles à des discours plus autoritaires, et on le voit bien, enfin, des grands problèmes de notre époque, enfin, qui durent depuis assez longtemps, c'est pourquoi au fond les classes populaires s'abstiennent ou votent pour des programmes politiques qui vont à l'encontre de leurs propres intérêts. Et ça a beaucoup intéressé Orwell. Et donc faire cette propagande intelligente, comme il dit dans cet extrait, ce serait de trouver des arguments qui renvoient aux pratiques même des gens ordinaires pour leur dire mais le socialisme au fond ne supprimera pas ces pratiques-là. Il se basera sur ces pratiques et il essaiera de les étendre à d'autres sphères, la sphère du travail, la sphère du pouvoir. Et donc il y a toute une réflexion pour montrer au fond l'échec du socialisme comme discours, hein, et même si bon, à son époque, quand même, le discours socialiste est quand même puissant, hein, le parti travailliste, même disons les syndicats d'inspiration marxiste et tout sont quand même puissants, plus puissants dans les années 30 qu'ils ne le seraient de nos jours. Mais je crois que le constat d'Orwell vaut encore. Il y a quand même un décalage entre, au fond, le discours socialiste et les pratiques sociales des individus, ce qui fait que les classes populaires sont assez peu sensibles, hein. On voit que, contrairement d'ailleurs au mythe où les classes populaires voteraient pour des discours populistes, etc., la plupart du temps, elles s'abstiennent. Même il me semble que les statistiques qu'il y a sur l'élection de Trump montrent que les classes populaires n'ont pas soutenu majoritairement Trump. Il a plutôt été élu par les classes moyennes, voire par les gens riches et les classes populaires. Alors, bien sûr, il y a toujours une partie qui peut voter, mais c'est pas un soutien massif des classes populaires pour ces politiques, disons, autoritaires. Donc plutôt leur réflexe, c'est plutôt l'abstention, quoi. Et si elles s'abstiennent, c'est parce que bien évidemment, elles sont pas stupides. Elles voient bien que dans ce qu'on leur propose, il n'y a rien qui ne va dans le sens de leurs intérêts. Ce qu'Orwell accuse, c'est pas tellement d'ailleurs les représentants politiques eux-mêmes que ceux dont ce serait le travail d'essayer de s'adresser directement au peuple et qu'ils le font avec un snobisme et un décalage qui est selon Orwell absolument impardonnable. C'est ces individus capables de tenir une plume, dit-il dans le texte, les intellectuels. Oui, c'est vrai, oui. Qui prennent très très cher dans les articles d'Orwell. Bah pas tous, parce que il y a certains textes que je cite d'ailleurs dans mon essai où il critique l'anti-intellectualisme, notamment des revues de droite, etc. Mais il s'en sort toujours bien parce que finalement, à chaque fois qu'on croit qu'il est trop caricatural, il nuance son propos et puis tire aussi sur ceux qui essaient de lui-même défendre. a toujours fréquenté des intellectuels et au fond tous les intellectuels importants de son époque, des écrivains ou des penseurs étaient amis avec lui, etc. Donc c'est pas un anti-intellectualisme généralisé. Mais il parle d'indécence à leur égard, bien sûr. Oui, mais c'est certains types d'intellectuels, au fond, qui est l'intellectuel totalitaire. C'est-à-dire l'intellectuel qui, pour des raisons qu'il explique, va commencer à de plus entendre au fond ce sens de la décence, etc., et à se mettre au service, au fond, du pouvoir, en vue de son propre pouvoir à lui, et dans une croyance, au fond, comme ça, que tout cela est dépassé, et que l'on va se ranger à la réelle politique, au réalisme politique. Et donc, ce qu'il critique chez l'intellectuel, au fond, c'est qu'il va suspendre ce sens moral au profit de stratégies de pouvoir, croyant que l'intellectuel va devenir au fond la nouvelle puissance. Enfin, le constat qu'il fait, qui me semble assez juste, c'est que bien évidemment, sous l'Ancien Régime, la puissance n'est pas fondée sur le savoir, elle est fondée sur le droit divin, elle est fondée sur la pseudo-exceptionnalité du dirigeant. Alors il peut avoir des conseillers intelligents, hein, et le conseiller du prince a toujours été au fond une personne importante dans la réflexion politique de l'Ancien Régime, hein, chez Machiavel, chez Thomas d'Aquin, etc., enfin chez d'autres. Hein. Mais au fond la modernité va apporter quelque chose de nouveau. Le pouvoir n'est plus au fond d'essence divine, le pouvoir est humain et donc tout le monde peut accéder en droit à ce pouvoir. Et les intellectuels, étant donné l'industrialisation, la rationalisation de la société, voient leur rôle augmenter parce que ce sont ceux qui, au fond, pensent, conçoivent les rapports systémiques, hein, les ingénieurs, les scientifiques, etc. Donc leur pouvoir réel, quand même, grandit dans la société moderne, jusqu'à, au fond, avoir l'illusion qu'ils pourraient diriger, ce qu'il va appeler la technocratie, où il renvoie au texte de Burnham sur, disons, sur l'époque managériale, etc. Donc la
monter des managers. Donc il voit quand même que ce pouvoir intellectuel croit pouvoir diriger. Et il repère chez eux, au fond, oui, c'est une forme d'insolence comme ça, de croire qu'on pourrait se défaire de la décence ordinaire pour des stratégies d'acquisition du pouvoir et d'expression de ce pouvoir où l'intellectuel se met au service d'un État totalitaire, comme il l'a vu en Angleterre avec des intellectuels marxisants qui n'hésitent pas, au fond, à prolonger la propagande stalinienne, même si, d'une certaine manière, ils savaient les crimes, les déportations, le goulag, mais donc c'est cette hypocrisie fondamentale qui le révulse. Oui. Dans la décence ordinaire, on l'a vu, il y a un sens moral, un sens social, un sens politique. Orwell identifie la décence ordinaire une forme de pôle de résistance contre notamment, et j'aimerais qu'on aborde ce point maintenant parce que là vous parlez des liens avec l'actualité, ils sont flagrants ici, la décence ordinaire comme forme de résistance à la falsification totale qui est le propre du totalitarisme. Oui. It looked like 1.5 million people, whatever it was, but it went all the way back to the Washington Monument. And I turn on the thing, and by mistake, I get this network. And it showed an empty field. And it said we drew 250,000 people. Now that's not bad, but it's a lie. I think sometimes we can disagree with the facts. There are certain things that we may not fully understand when we come out, but our intention is never to lie to you, Jonathan. You're saying it's a falsehood, and they're giving Sean Spicer, our press secretary, gave alternative facts to that. But the point remains. Wait a minute. Alternative facts? Alternative facts, 4 of the 5 facts he uttered. Look, alternative facts are not facts. They're falsehoods. Le totalitarisme exige la réécriture continue du passé. Et probablement, à plus ou moins longue échéance, le rejet de l'idée même de vérité objective. En Angleterre, les sympathisants du totalitarisme en arrivent ainsi à prétendre que, puisque la vérité absolue est inaccessible, les plus gros mensonges ne sont pas pires que les autres. Ils se plaisent à rappeler que toutes les annales historiques sont orientées et inexactes, ou encore que la physique moderne a démontré le caractère illusoire de ce qui nous apparaît comme le monde réel, si bien qu'il n'y aurait plus que de vulgaires Philistins pour croire aux témoignages de leur propre sens. Un État totalitaire qui parviendrait à se perpétuer instaurerait probablement un système de pensée schizophrénique dans lequel les lois du sens commun demeureraient valables dans la vie quotidienne et dans certaines sciences exactes, mais dont politiciens, historiens et sociologues pourraient ne tenir aucun compte. Il existe déjà une foule de gens qui jugeraient scandaleux de falsifier un manuel scientifique, mais ne trouveraient rien à redire de la falsification d'un fait historique. C'est au point de confluence de la littérature et de la politique que le totalitarisme exerce la plus forte pression sur les intellectuels. À ce jour, les sciences exactes ne sont pas exposées à une menace d'une ampleur comparable. Cela explique en partie que, dans tous les pays, les scientifiques se rangent plus facilement que les écrivains derrière leurs gouvernements respectifs. Bruce Begoun a entendu la voix de Donald Trump, de Sean Spicer, le porte-parole de la Maison-Blanche, et de Kellyanne Conway, qui est la conseillère du président des États-Unis, qui revenaient tous les trois sur l'étrange nature des faits qui prouvent par une photo que les gens étaient beaucoup moins nombreux lors du discours d'investiture de Donald Trump que lors de la précédente investiture, celle de Barack Obama. Et l'argument avancé était celui des faits alternatifs. Si nous avons raison, mais selon des faits alternatifs. Jusqu'où tient ce parallèle? Et c'est très important qu'on pose la question là parce que c'est beaucoup cité aujourd'hui pour commenter les dires de Donald Trump et de son équipe. Le parallèle entre l'idée de falsification totale qui est le propre du totalitarisme selon George Orwell et l'utilisation assez étrange d'une langue et l'invocation d'une vérité qui semble se situer dans un autre pays que le nôtre par l'équipe présidentielle en place aux États-Unis aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant dans les extraits que vous avez passés, c'est le fait que déjà l'administration Trump critique les médias comme étant eux-mêmes la source de la falsification. Donc c'est toujours, au fond, on est toujours le falsificateur de notre. Donc bien évidemment, il retourne l'argument. Nous sommes, au fond, nous exprimons la réalité, le pays réel, etc. Et les médias, au fond,
inventerait une sorte de légende, d'ailleurs contre l'administration Trump, de sorte que Steve Bannon a dit au fond qu'il fallait que la presse allait être l'ennemi de ce mandat, et qu'ils allaient agir contre la presse. Alors bien évidemment, la falsification est une question centrale pour Orwell dans la pratique du totalitarisme, dans la pratique du pouvoir, dans la pratique effectivement de la réécriture de l'histoire, dans la pratique du langage aussi, puisque le langage lui-même falsifie au fond les sentiments, falsifie les faits. Parce que chez Orwell, il y a deux falsifications. Il y a la falsification des faits et la falsification des sentiments. Il faut pas oublier cet aspect subjectif. Il n'y a pas qu'une falsification objective qui serait au fond, au lieu de dire que tel fait s'est produit, on dit le contraire ou on invente un autre fait. Il y a aussi la falsification des sentiments élémentaires, notamment la décence. Voyez. Donc, ce que 1984 montre très bien. Oui, où on travaille sur les deux aspects. Donc c'est à la fois le sens commun, c'est à la fois ce que l'on voit et ce que l'on ressent. Donc on peut falsifier les deux en créant une forme de confusion générale qui trouble le sens commun et la capacité de juger et de discriminer le vrai et le faux. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant chez Orwell, c'est que justement la décence n'est pas qu'une valeur morale, c'est aussi une valeur, on pourrait dire, épistémique. C'est-à-dire que le juste et l'injuste, c'est aussi lié au vrai et au faux, qui est lié d'ailleurs aussi au beau et au laid. On dit souvent la décence est à la fois un acte juste, un acte bon, mais aussi un acte beau. Enfin, il y a parfois les valeurs esthétiques, les valeurs morales et les valeurs épistémiques ne sont pas dissociées chez lui, et c'est tout un ensemble. De sorte qu'effectivement, le totalitarisme est aussi une transfiguration de toutes ces valeurs, du vrai comme du faux, du juste comme de l'injuste, et du laid comme du beau, etc. Alors l'administration Trump, bon, c'est difficile parce que bon, on n'est pas dans un cas totalitarisme ici quand même. Non, et je pense que d'une certaine manière, les intentions sans doute ne manqueraient pas, mais après les moyens ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais je pense que ce qui est intéressant, par exemple, si on prend la falsification dans les régimes totalitaires fascistes ou staliniens, c'était quand même de créer d'autres faits, de transformer des faits en proposant d'autres faits pour masquer ces faits-là, donc de faire des faux événements, de transformer les écrits, de bidouiller les photographies, etc. Je crois que l'administration Trump n'a même plus besoin de faire cela. C'est-à-dire qu'elle n'a même plus besoin de faire semblant. Je pense qu'elle est plutôt dans une logique d'une parole excessive, d'une parole qui raconte un peu n'importe quoi, pour brouiller, pour masquer. Il n'y a même pas besoin de donner l'apparence que ce que l'on dirait est vrai en fabriquant du vrai, enfin qui est du faux bien évidemment, mais en fabriquant quand même quelque chose qui devrait passer pour vrai. Là, la différence du novlangue utilisé dans 1984, qui a produit une autre réalité. Oui, qui empêche même de se demander si c'est vrai ou si c'est faux. Enfin, le novlangue empêchant même la capacité intellectuelle de réflexion, de discrimination, donc de jugement. Je crois que la langue Trump, il y avait comme disait Klemperer, il y avait une langue du Troisième Reich, il y avait le novlangue orwellien, mais la langue Trump est plutôt une langue de l'excès, qui jouit au fond de cet excès. Moi, je verrais plutôt ça comme une langue sadique. D'ailleurs, Orwell disait qu'il fallait étudier au fond les rapports entre totalitarisme et psychopathologie, comme fera Reich à la même époque en Allemagne, mais je crois qu'il avait tout à fait raison. Et là, on a plutôt une sorte de jouissance sadique, de jouissance sa propre cruauté, en racontant souvent un peu n'importe quoi, mais en jouissant de ce n'importe quoi et de cet excès. Alors que la falsification des années 30 est une falsification qui veut passer pour vrai, qui d'une certaine manière a une certaine mesure encore. Alors que là, on est dans une démesure de l'usage du langage qui, me semble-t-il, est assez différent du novlangue, qui jouerait de l'euphémisation. Là, on a plutôt une langue qui va jouer, au fond, avec le grotesque, avec le ridicule, avec la trivialité, avec un excès, avec une langue décomplexée, comme on dit depuis un certain temps, et qui, au fond, cet excès vise plutôt, encore une fois, à rendre confus. Donc on est dans l'indécence, pour reprendre. Oui, d'une certaine manière, oui, dans une indécence. Dans une indécence qui ne cherche même plus à se faire passer pour décence. Oui, c'est ça, mais indécence dans le sens où qui fait fi de toute forme de sens commun. Oui, et qui au fond va jouer avec
va jouer avec la jouissance du trouble. Au fond, va jouer, disons, avec la peur, va jouer avec des émotions comme ça. Souvent aussi avec la cruauté. Hein. Donc Bannon, par exemple, qui me semble être vraiment la personne la plus inquiétante dans l'administration Trump, quand on regarde un peu ce qu'il raconte, c'est une langue comme ça qui assume totalement un discours sur la cruauté du constat de la réalité, bien évidemment sur la cruauté des solutions qu'il viserait à apporter sans ménagement, avec des éloges d'une guerre quasi raciale, etc. Donc là, il y a quelque chose qui, bien évidemment, n'est pas n'est pas dans le totalitarisme stalinien, à la rigueur plutôt dans le fascisme. Hein. Et effectivement, il y a des semences fascistes dans l'administration Trump, hein, et sans sans jouer là encore de rapprochement, mais il y a quand même quelque chose qui relève de cette jouissance sadique quand même de la cruauté, qui s'affiche comme telle, de manière décomplexée, justement comme indécence, et qui est sans doute nouveau par rapport à ce qu'Orwell essayait de décrire dans 1984. Les petites gens font pas de grands voyages, pas beaucoup de bruit dans les livres d'images. Les petites gens font à petits pas la petite promenade de vie à trépas. Les petites gens font de petits rêves, une petite maison, un petit jardin. De petits enfants qui, en grandissant, resteront toujours de petits enfants. Les petites gens au petit matin ont parfois comme un tout petit chagrin, quand leurs yeux s'envolent trop près des nuages, que l'envie les frôle d'un très grand voyage. Les petites gens font pas de grands voyages, pas beaucoup de bruit dans les livres d'images. Les petites gens font à petits pas la petite promenade de vie à trépas. Mais les petites gens, quand vient le dimanche, oubliant la vie qui les pique, les petites gens prennent leur revanche en écoutant la grande musique. La revanche des petites gens. On aurait pu parler de l'exclusion du petit homme constatée par Orwell dans la littérature. Ce sera pour une autre fois. Un grand merci à vous, Bruce Bégout, d'être venu nous parler d'Orwell aujourd'hui. Merci. Et je renvoie les éditeurs à votre livre De la décence ordinaire aux éditions Alia, qui va naître sous une nouvelle édition, toujours aux éditions Alia, début mars, c'est ça ? Oui, tout à fait. Décence ordinaire, court essai sur une idée fondamentale de la pensée politique de George Orwell.